On entend souvent parler de politique économique, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, il faut imaginer que chaque gouvernement possède une sorte de boîte à outils pour piloter la machine économique. Alors, quels sont ces outils et comment est-ce qu'ils s'en servent? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bon, avant toute chose, la question fondamentale, c'est pourquoi l'État met-il son nez dans l'économie? Après tout, on pourrait juste laisser le marché faire son truc. Bon? Eh bien, la réalité, c'est que les économies, ça ne tourne pas toujours rond. Parfois, il y a des ratés, comme du chômage de masse ou une inflation qui s'envole. Et c'est là que l'État entre en jeu pour tenter de corriger le tir. Voilà, la définition formelle. Mais pour le dire simplement, la politique économique, ce sont toutes les manettes que l'État peut actionner pour influencer l'économie du pays. Le but du jeu? Maintenir de grands équilibres. C'est un peu comme un capitaine qui doit garder son navire à flot, même en pleine tempête. Alors, avant de parler des outils, il faut savoir ce qu'on cherche à faire avec. C'est un peu comme un tableau de bord de voiture. Il y a plusieurs voyants à surveiller pour s'assurer que tout va bien. Premier voyant, et sans doute le plus connu, la croissance. L'idée, c'est qu'une économie qui grandit, ça crée de la richesse, plus de biens, plus de services produits, et donc au final, plus de revenus pour tout le monde. Deuxième objectif, tout aussi crucial, le plein emploi. Le but, c'est que le maximum de personnes qui veulent travailler puissent trouver un job. L'ennemi public numéro 1, ici, c'est bien sûr le chômage. On cherche à le maintenir le plus bas possible. Troisième point sur le tableau de bord, la stabilité des prix. En clair, il faut maîtriser l'inflation. Vous savez, c'est cette hausse générale des prix qui grignote le pouvoir d'achat et fait que, petit à petit, notre argent vaut moins. Et enfin, le quatrième et dernier objectif majeur, l'équilibre extérieur. Il s'agit de gérer les relations économiques avec le reste du monde. L'idéal, c'est de ne pas importer beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on exporte, pour éviter de creuser ce qu'on appelle un déficit commercial. Alors ces 4 objectifs, l'économiste Nicolas Kaldor les a regroupés dans ce qu'il a appelé le carré magique. Pourquoi magique? Parce que l'idéal absolu, le but ultime, ce serait d'atteindre les 4 en même temps. Une forte croissance, le plein emploi, pas d'inflation et un commerce extérieur équilibré. Sauf que, et c'est là que ça se corse, dans la vraie vie, ces objectifs sont souvent contradictoires. Par exemple, vouloir trop de croissance peut créer de l'inflation. Et c'est là que les vrais choix politiques commencent. Maintenant, il faut voir qu'en politique économique, il y a 2 vitesses. On peut faire une petite réparation rapide, ou alors on peut se lancer dans une refonte complète du moteur. On distingue donc 2 types de politique. D'un côté, la politique conjoncturelle. Ça, c'est la réparation rapide. C'est une réaction à un problème immédiat, un choc. Le but, c'est de stabiliser. De l'autre côté, on a la politique structurelle. Et là, c'est la refonte du moteur. C'est beaucoup plus profond, ça vise à changer les règles du jeu de l'économie sur le long terme. On parle par exemple de réformer le marché du travail, le système de retraite, la concurrence. Alors, pour agir sur l'économie, il y a principalement 2 grandes écoles de pensée qui s'affrontent. La première, c'est ce qu'on appelle la politique de la demande. L'idée, très inspirée par l'économiste Keynes, c'est que pour faire redémarrer la machine, il faut mettre plus de carburant dans le moteur. Pour les partisans de cette approche, le diagnostic est simple. Si l'économie ralentit, si elle patine, c'est parce que les gens ne dépensent pas assez. Les ménages ont peur de l'avenir, les entreprises n'investissent pas, bref, la demande est trop faible. Il n'y a pas assez de clients, tout simplement. Alors, comment on fait? La logique, c'est une sorte de réaction en chaîne. D'abord, l'État intervient. Soit il augmente ses propres dépenses, en construisant des routes, des écoles, soit il baisse les impôts des ménages pour leur donner plus de pouvoir d'achat. Du coup, avec plus d'argent en poche, les gens et l'État consomment davantage. Face à cette nouvelle demande, qu'est-ce que font les entreprises? Elles se mettent à produire plus et pour ça, elles embauchent. Et hop, la croissance repart et le chômage baisse. C'est le fameux effet multiplicateur. 1 € dépensé par l'État peut en générer plusieurs dans l'économie. Ok, ça c'était la première vision. Maintenant, passons à l'école de pensée complètement opposée, la politique de l'offre. Ici, on change de diagnostic. Le problème, ce n'est pas le manque de carburant, non. C'est le moteur lui-même qui est grippé. Il faut le rendre plus performant. Le raisonnement est donc inversé. Si l'économie va mal, ce n'est pas parce que les gens n'achètent pas, mais parce que les entreprises ont du mal à produire. Pourquoi? Parce qu'elles sont freinées par des impôts trop lourds, trop de réglementations, bref, produire coûte trop cher. Le credo ici, c'est que si on aide les entreprises à produire mieux et moins cher, alors l'offre créera sa propre demande. La stratégie, c'est donc d'agir du côté des entreprises. On va par exemple baisser l'impôt sur les sociétés ou simplifier les réglementations. Avec cet argent économisé, les entreprises sont censées faire quoi? Investir, innover, moderniser leur outil de production. En devenant plus efficaces, elles améliorent leur compétitivité. Elles peuvent proposer des produits de meilleure qualité ou moins chers.
Et au final, cette compétitivité retrouvée est censée stimuler la croissance et donc créer des emplois. Bon, sur le papier, les deux logiques se tiennent. Mais évidemment, ce n'est pas si simple. Aucune de ces approches n'est une baguette magique. Chacune a ses limites, ses risques et ses fameux effets pervers. Il est temps de regarder ça de plus près. Commençons par la politique de la demande. Qu'est-ce qui peut mal tourner quand on décide de mettre du carburant dans le moteur en permanence? Eh bien, il y a plusieurs risques. Le premier, c'est l'inflation. Si on injecte trop d'argent alors que les entreprises ne peuvent pas produire plus, les prix montent, c'est mécanique. Deuxième problème, à l'heure de la mondialisation. Les gens peuvent utiliser cet argent supplémentaire pour acheter des produits fabriqués à l'étranger. La relance bénéficie alors aux autres pays. Ensuite, et c'est un gros morceau, il y a la dette publique. Pour dépenser plus, l'État doit s'endetter. Et puis, il y a un risque plus subtil. Si les ménages voient l'État creuser sa dette, ils peuvent se dire « Oula, les impôts vont augmenter plus tard » et se mettre à épargner au lieu de dépenser. Ce qui, au final, annule complètement l'effet de la relance. Maintenant, retournons la pièce. Quels sont les risques de la politique de l'offre, celle qui mise tout sur les entreprises? Le risque principal, la critique qu'on entend le plus souvent, c'est que les bénéfices ne ruissellent pas forcément vers le reste de l'économie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne garantit qu'une entreprise qui paye moins d'impôts va utiliser cet argent pour investir ou pour embaucher. Elle peut tout aussi bien s'en servir pour augmenter les dividendes de ses actionnaires ou pour racheter ses propres actions. Et dans ce cas, l'effet sur l'emploi et la croissance est quasi nul. On le voit bien, la politique économique est loin d'être une science exacte. C'est plutôt un exercice d'équilibriste permanent. C'est un arbitrage constant entre des objectifs qui se contredisent et des risques bien réels des deux côtés. Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que derrière ces débats techniques se cache une question bien plus profonde. Le degré d'intervention de l'État, ce n'est pas juste une histoire de chiffres ou de théories, c'est un véritable choix de société. Et ça nous laisse sur cette question qui résume finalement tout le débat. Dans l'économie complexe d'aujourd'hui, quel doit être le rôle de l'État? Doit-il être le moteur, celui qui impulse, qui tire l'ensemble de l'économie? Ou doit-il plutôt être le mécanicien, celui qui se contente d'huiler les rouages, de s'assurer que le cadre est bon et qui laisse ensuite les acteurs privés conduire la machine? C'est une question qui est loin d'être tranchée et dont la réponse façonne chaque jour le monde dans lequel nous vivons.